Bonsoir et bienvenue à tous. Écoutez, aujourd'hui, nouvel apérouti. Sur les dégauchisseuses. Voilà, on va séparer justement, parce qu'on entend souvent parler de dégauchisseuses et raboteuses. Dégo On a rabot. scindé voilà, les vidéos. Donc du coup, on fait aujourd'hui une vidéo spécifique sur les dégos. Donc, sans plus tarder... Hop, 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 t'allais oublier l'alcool du jour. C'est de chartreuse. Donc Ouais. on est plus sur un dijouti que sur un apéro. C'est ça. Écoute, pendant que tu sers ça, j'en profite pour vous Donc rappeler... la bouteille est neuve en Ouais. plus. J'en profite pour vous rappeler que vous avez toujours un index dans la description qui vous permet d'aller aux différentes parties directement. Et puis, surtout, j'ai souvent des questions de gens qui me posent sur des apéroutis qui existent déjà. Donc n'hésitez pas à aller voir la playlist des apéroutis, vous allez tous les retrouver et vous pourrez comme ça regarder des thèmes qui ont déjà été faits au préalable. Tiens, je t'en prie. Ouais. La Ouais. tienne. Bon, allez, la tienne et la vôtre. Alors Mathieu, à quoi ça sert une dégauchisseuse? Alors, la dégauchisseuse, ça sert à dégauchir, comme son nom Voilà. l'indique. Donc dégauchir, finalement, c'est enlever le côté gauche d'une planche. Donc là, on parle bien de bois qui sort de la scierie, qui a été séché. Donc un bois en séchant va se rétracter de manière hétérogène, on va dire. Et donc ce qui pouvait être plat lors de la sortie de scierie, toutes les faces vont être finalement tordues, vont être gauches. Donc le but de la dégauchisseuse, c'est d'aplanir une face et la face opposée de la planche. Alors, oui, sachant que quand on dit une planche gauche, finalement, Opposée ou adjacente. Adjacente. ouais, finalement, il y a deux choses. Il y a la planche qui pourrait, entre guillemets, tuiler, et après, il y a la planche qui pourrait twister. C'est-à-dire qu'entre l'avant et l'arrière, on Alors, est légèrement tuiler, sur le c'est côté. français, twister moins. Oui, alors du coup, je sais pas comment on dit en français, mais voilà, vous avez finalement ces deux types de déformations. Donc, soit des formations comme ça entre l'avant et l'arrière, ou après le fait qu'elle fasse le tuile, Ou soit les deux. ou soit les deux. Donc, alors en fait, un moyen simple de vérifier si une planche est gauche. Globalement, il suffit de l'aligner avec l'œil. Et quand on a en fait l'arête de la planche dans le champ de vision, on arrive à voir si la planche est droite ou pas. Ouais. Ça, c'est un premier test basique où on arrive déjà à avoir une bonne idée de la planité d'une planche. Et donc finalement, une dégo va permettre d'aplanir cette face-là, par exemple, et cette tranche-là. Les deux autres faces et tranches, elles seront faites ultérieurement à la raboteuse dans une seconde étape. Puisque finalement, l'étape de rabotage, elle va permettre de calibrer vos bois, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir besoin, je sais pas moi, de 5 planches de 5 cm d'épaisseur par 18 cm de large, ce que la dégauchisseuse ne peut pas faire. Ouais, c'est ça. Puisque c'est un certain nombre de passes, finalement, on ne sait pas, enfin si on sait combien ça va prendre, mais voilà, c'est difficile de... Globalement, la mise à dimension se fait à la raboteuse. La dégauchisseuse ne sert vraiment... Alors, c'est un outil qui ne sert finalement pas, on va dire, pas à grand-chose, quoi. Ouais. Mais c'est une étape indispensable de la mise à dimension des planches. Tant qu'on est dans le vocabulaire, des fois vous allez entendre corroyer. Corroyer, en fait, Corroyer. c'est les deux étapes, c'est-à-dire qu'on va dégauchir puis raboter, c'est ça ce qu'on appelle corroyer. 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 Et puis juste une petite aparté, donc là on parle effectivement... Je pense qu'on dit un aparté. Ah là là, il a décidé de me casser les couilles ce soir. Donc quand on parle de bois massif, dont Olive a parlé tout à l'heure des déformations, des fois sur les magasins, ou en tout cas vos fournisseurs, vous allez voir ce qu'on appelle des avivés. Quand on dit avivé, c'est qu'en fait le bois a déjà plutôt été mis à dimension, donc normalement vous êtes censé avoir plus ou moins des faces qui sont rectangulaires et parallèles entre elles, et donc ne plus avoir globalement de planche gauche. Sauf que finalement, Elle rebouge un peu après. Voilà, on se rend compte que lors de la phase de dégauchissage, puis ensuite de rabotage, finalement on modifie la structure du bois. Ouais. On met à jour des fibres qui étaient sous la surface. On libère des tensions. On change les dimensions du bois et donc on libère des tensions. Donc au final, ce qui a été raboté dégauchi finit toujours par bouger un petit peu. Ouais. Et globalement, il est conseillé finalement quand on n'est pas pris par le temps Ouais. et quand on est sur des pièces qui ne vont pas forcément être assemblées, type par exemple un cadre de miroir, où il y a finalement très peu de contraintes posées après au niveau du collage, c'est de faire ça en deux temps. C'est raboter, dégauchir le premier jour, donc hors dimension, donc en prévoyant un peu plus de millimètres de chaque Exactement. côté, et après revenir dessus 2-3 jours quand le bois est resté stocké dans le local où il va être travaillé, bien sûr, et donc là de faire une passe définitive où là on le redégauchit et on le re-rabote. Je propose maintenant de globalement décrire vite fait ce qu'est une dégauchisseuse. Ouais. Pour simplifier, finalement, une dégauchisseuse, c'est un rabot qui est mis à l'envers. C'est ça. Donc c'est un
On se mélange un peu les pinceaux. Moi, parfois, j'avoue, je dis raboteuse à l'autre dégo parce que c'est un peu un abus de langage. Mais globalement, une dégo, c'est un rabot qui est mis à l'envers. C'est bien simple, c'est que quand on a des machines combinées qui font dégo rabot, en fait, on a la dégo qui est au-dessus et la rabot qui utilise les mêmes fers mais par le dessous. Alors, ça utilise les mêmes fers, mais c'est pas les mêmes tables. Oui, mais c'est parce qu'il y a une qui a les tables en dessous, l'autre qui a les tables au-dessus, quoi. C'est ça. Mais au final, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un arbre. Donc, c'est un gros cylindre métallique, enfin plus ou moins gros selon la machine, qui est équipé de fer. Ou de plaquettes. Ou de plaquettes, enfin d'outils tranchants. Et qui tourne, alors la vitesse de rotation, ça, je sais pas trop. Voilà, et ça fait, c'est un principe de. Un peu comme une tondeuse à gazon anglaise, en fait, on va dire. Ouais. Tu vois le truc? Surtout si t'as l'arbre hélicoïdal, quoi. Exact. Ouais, c'était vachement en avant ces Anglais. Hein. Alors du coup, on va mettre peut-être un petit dessin. Un super schéma, tu dessines super bien. Au niveau de la planche, donc on l'a vu tout à l'heure, si tu sais nous montrer celle-là, on va voir. Alors vous allez voir justement que la planche vient tuiler dans le sens inverse des cernes du bois. Donc vous voyez, les cernes, elles sont finalement dans les arrondis dans ce sens-là, et du coup le bois, lui, vient tuiler dans l'autre sens. Donc voilà, on va le voir bien tuiler. Du coup, là, j'ai volontairement exagéré cette partie-là. Le but de la décochisseuse, c'est quoi? C'est de venir petit à petit raboter ces deux endroits pour qu'à la fin, on arrive à avoir une surface plane de référence. Une fois qu'on aura cette surface plane de référence, on le verra du coup dans la prochaine vidéo à Peruti, c'est que là, on va venir ensuite raboter la tête, et ce qui nous permettra finalement d'avoir une planche qui est vraiment avec deux faces complètement parallèles. Alors en fait, le plus important dans ce sens de tuilage, c'est finalement ce qui va induire le sens de dégauchissage de la planche. À savoir que quand on dégauchit une planche, on est en recherche d'équilibre au niveau de ce qu'on fait. Donc on vous montrera tout à l'heure sur les machines. Mais finalement, il faut que la planche soit le plus stable possible. Et une planche est stable si elle a des points d'appui sur lesquels on peut avoir confiance. Là, en l'occurrence, quand on est sur une planche qui est tuilée dans ce sens-là, on voit bien qu'on aura une surface. Peut-être un peu trop. On sera sur une surface qui sera stable, parce que justement la planche va reposer sur finalement les angles ici. Par contre, si on dégauchissait la planche de l'autre face, là on voit bien que sur ce type de structure, c'est impossible d'avoir quelque chose de stable. Donc finalement, quand on dégauchit une planche, c'est toujours avec le côté tuilé vers le bas. Donc là, typiquement, une planche donc, qui est tuilée en exagérant comme ça, si je la mets dans le mauvais sens, on voit bien que là, on n'a pas de stabilité. Donc si on vient dégaucher cette planche comme ça, on va pas être vraiment optimal. Et puis ça peut même être dangereux. Par contre, si on la met de l'autre côté, là on voit qu'on a de la stabilité. Donc là, il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est, on va dire, un premier niveau de déformation qu'il peut y avoir au niveau des planches. Le deuxième niveau qu'il peut y avoir au niveau de la déformation, c'est que vous imaginez votre planche ici. Vue de dessus. Voilà, vue de dessus, enfin ou de dessous, peu importe. Et on va se rendre compte que finalement, j'ai, aux endroits où j'ai mis des croix, des endroits qui vont être plus épais ou plus, on va dire, surélevés. Du coup, on se rend bien compte que cette planche-là, si on la met sur le sol, elle va venir comme ça, bouger, puisqu'on n'aura que 2 points d'appui sur les 4. Donc là, c'est un autre type de, on va dire, de gauchement de planche, je ne sais pas si ça se dit. Hein, mais voilà. Donc on a vu un autre niveau de déformation, ce que, encore une fois, va permettre la dégauchisseuse de rattraper. Pour, encore une fois, le but, c'est d'arriver à cette surface plane de référence. Une fois qu'on aura une surface plane de référence, on va pouvoir faire sa perpendiculaire. Et à partir de là, on n'aura plus qu'à faire les parallèles grâce à la raboteuse. Alors le problème de ce cas de figure, en fait, c'est là finalement, c'est le pire cas. À savoir que si on veut avoir de la stabilité, il faut soit appuyer ici, soit appuyer là. Quand on passe la planche sur la table d'entrée de la dégo. Mais globalement, si on appuie d'un côté, on va relever le point qui va rentrer en premier sur la table. Du coup, on va devoir enlever beaucoup de matière pour dégaucher une planche qui est vrillée de cette façon. Après, il y a une technique, donc peut-être que tu pourras mettre la vidéo de Samuel Mamias en commentaire, ouais, qui explique que finalement, plutôt que soit d'appuyer sur ce point-là, soit d'appuyer sur ce point-là, le but c'est globalement de trouver une cale ici qui compense le demi-défaut, on va dire. Donc le but c'est quoi? C'est d'avoir une valeur moyenne au niveau de la façon dont on met la planche sur la table d'entrée, histoire de devoir dégaucher le moins de bois possible, et donc de gaspiller le moins de matière possible. Et je pense que Samuel explique vachement mieux que nous. Bah, écoute, moi, je mettrai sa vidéo.
Peut-être le troisième niveau qu'on n'a pas parlé au niveau des planches. Dont on n'a pas parlé. Dont on n'a pas parlé, c'est que si la planche, on la regarde comme ça sur le côté, elle peut potentiellement avoir tendance à faire le pont. Donc, tendeuse à avoir tendance à gazon. À faire le pont dans ce sens-là. Et là, du coup, ça veut dire que quand nous, on va passer ici au niveau des rouleaux, bah, on va tailler un petit peu ici, on va tailler un petit peu là, et finalement, on va taper beaucoup de matière. Donc quand vous avez vraiment une planche qui est vraiment déformée de ce niveau-là, bah, peut-être que finalement, c'est pas la bonne planche si vous voulez travailler sur une grande longueur. Ouais. Et on se rend bien compte que finalement, finalement, la couper en voilà, deux ici. Si je venais la couper en deux, et ben en fait, j'aurais deux petits arcs sur lesquels ce serait beaucoup moins impressionnant finalement cet écart de niveau, et qui permettrait celle-là de venir les rattraper beaucoup plus facilement. Ouais, donc ça, c'est quand on a le choix dans le bois, ouais. Et qu'on arrive finalement... dans la Exactement, c'est une vieille contre-pétrie qu'on vous laissera, enfin que vous connaissez sans doute déjà. Donc effectivement, quand on a le choix dans le bois, ça permet effectivement de minimiser la quantité de bois qui est retirée. Encore une fois, enfin, le but c'est toujours pareil, hein, c'est d'enlever le moins de matière possible, parce que ça fatigue moins les fers, et ça permet d'économiser la matière. Donc globalement, comment fonctionne une dégauchisseuse? Alors là, typiquement, cet exemple, il est parfait, c'est qu'au début, on vous disait qu'une dégauchisseuse, finalement, c'était un rabot à l'envers. Et là, c'est exactement ce qu'avait fait Mathieu avant d'avoir une vraie rabot d'égo, enfin, une Le Mans, quoi. Il s'était fabriqué cette petite dégo en partant d'un rabot électrique. Donc, globalement, le principe, c'est quoi? On a une table d'entrée ici. Une table d'entrée qui est censée être plane. Ensuite, on a un arbre constitué de fer. Donc l'arbre va tourner, donc c'est lui qui va venir enlever la matière. Donc selon les rabots, on peut avoir de fer, 3 ou 4, ou après des hélicoïdaux, on en parlera plus tard. Et ensuite une table de sortie, donc qui est ici, qui en général est plus longue, enfin c'est même sûr, que la table d'entrée. Donc le concept c'est qu'en fait, la table d'entrée est plus basse que la table de sortie. Donc en gros ça veut dire qu'en venant apporter un morceau de bois ici, le morceau de bois va venir buter sur les fers, et de là, les fers globalement sont alignés sur la table de sortie. C'est pas tout à fait vrai, il y a un petit écart, mais bon ça on arrive dans les petits détails. Et ensuite, votre bois repart à plat là-dessus. Donc avec un petit dessin, ça ira mieux. Donc table d'entrée ici qui est plus basse que la table de sortie. Donc en fait, la planche est poussée en la plaquant sur la table d'entrée. Donc elle va se faire... Le fer ici vient bouffer de la matière. Et ensuite, la planche repart à plat sur la table de sortie. Bon, moi j'ai fait mon dessin comme ça, bien sûr, le bois touche la planche de sortie. Hein. Donc ça permet de dégauchir une face. Donc ça peut être fait en plusieurs passes, donc en plusieurs passages. Le but c'est pas de faire forcer la dégo. Donc si vous avez un bois qui est très tordu ou très tuilé, il vaut mieux prendre plusieurs petites passes que d'en faire une grosse. Déjà l'état de finition sera meilleur, le moteur forcera moins en fonction de la machine dont vous disposez, et surtout ça forcera moins tout simplement. Il y a un cas particulier où c'est bien de faire des grosses passes, c'est que quand on a vu tout à l'heure où la déformation elle est de chaque extrémité, là il vaut mieux faire une grosse passe de 2-3 mm pour bouffer tout de suite les deux côtés, et après refaire des petites passes d'1 mm tranquille. Alors clairement, pour bouffer du 2-3 mm, si par exemple c'est sur du bois très dur, et selon la machine, ça va pas être possible. Donc après ça va dépendre du matériel. Globalement, prendre des passes de 2-3 mm, ça commence déjà à être costaud. Si vous avez par exemple du chêne et une machine sous-dimensionnée, ça passera pas. Donc certains défauts vont être plus ou moins facilement rattrapables en fonction de la machine et de sa puissance. Donc là on part du principe que la première face a été dégauchie, donc finalement on arrive sur une face qui est complètement plane. Et c'est là où cette fois on arrive du coup à usiner la face adjacente. À savoir, cette fois on va se servir du guide parallèle qui est ici, dont le but finalement c'est, on va venir plaquer dessus la face que l'on vient de dégauchir. Et donc c'est cette face là qu'on avait dégauchée ici, on vient la plaquer là-dessus, et là finalement, en poussant la planche vers le guide et vers le bas... Sachant que ce guide lui doit bien évidemment être parfaitement perpendiculaire par rapport aux tables. Hein. Donc ça, il ne faut pas se fier au vernis, hein, il faut mesurer ça à l'écart tant qu'à faire. Et donc, par ce même principe, on va finalement dégauchir la tranche ici qui est côté adjacent de la face que l'on avait fait juste avant. Et donc là on se retrouve finalement voilà, avec un triangle, enfin un angle rectangle. Putain, tu dessines super bien, c'est top. On a la première face qu'on a dégauchie, la deuxième face qu'on dégauchit, du coup on a ici un angle droit, on sait qu'on est nickel, et à partir de là on va venir ensuite à la raboteuse, raboter cette partie là, et puis après on va retourner le morceau
pour raboter cette partie-là, et on aura du coup des faces qui seront vraiment impeccablement, encore à nouveau, perpendiculaires, et donc parallèles aux premières faces qui auront été dégauchies. Exactement. Donc là, on va un peu maintenant vous parler des caractéristiques techniques importantes et des points à vérifier, des réglages que votre dégo doit avoir, histoire de pouvoir être utilisable. Donc là, comme on a vu, la table d'entrée sert à guider le bois jusqu'à la table de sortie, globalement. Donc ça signifie que la table d'entrée doit être strictement parallèle à la table de sortie. Donc il ne faut pas, en exagérant, avoir des tables qui sont comme ça. C'est là où vous n'arriverez jamais à rien. Donc globalement, déjà, première caractéristique, il faut pouvoir vérifier que la dégo que vous visez, que vous avez envie d'acheter, ou celle que vous avez déjà, puisse être réglée autant au niveau de la table d'entrée que de la table de sortie, au niveau du parallélisme entre les deux. Premier point. Deuxième point, la table de sortie. Globalement, comme on a vu, on va simplifier, elle est au même niveau que les fers. C'est pas tout à fait vrai, il y a un petit écart à avoir, mais c'est le concept. Donc là, c'est pareil, en fait, il faut la table de sortie aussi, donc qu'elle soit à niveau avec les fers, et aussi qu'elle soit parallèle au fer de l'arbre. Donc ça, c'est aussi un réglage, enfin plusieurs réglages que vous allez retrouver sur la machine. Ça, il faut savoir que si votre dégo n'a pas ces réglages-là, c'est quasiment impossible de l'utiliser, parce que rien ne vous garantit que le réglage usine aura été bon, et que du coup, l'usinage va être parfait. En termes de caractéristiques, qu'est-ce qu'on a souvent sur les rabots d'égout? Ce qui va compter surtout, c'est la largeur déjà, la rabot d'égo. Alors c'est la largeur. En fait, tout est un peu lié finalement. La puissance du moteur va être liée à l'arbre qu'il doit entraîner. La taille de l'arbre va être liée à la taille des tables d'entrée et de sortie. Globalement, tout est lié, sachant que plus une dégo est large, donc en gros on commence à 230 mm, sur les vrais je parle pas de ça, 230 mm, 320 mm, 410, 520 et 630. Oui. Globalement, c'est les tailles standardisées. Sachant que, c'est bien d'avoir une raboteuse qui soit très large. Pour la dégo, il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelque chose de très très large au départ. Puisque... Ça dépend ce que tu fais. Oui, mais alors si vous voulez travailler un plateau complet, effectivement, il faut que ce soit large. Tu le fais en deux fois. Si vous voulez travailler vous pour faire un plateau ça se fait avec plein de morceaux comme ça qui font peut-être, je sais pas, 8-10 cm de large. Et donc du coup, c'est tous ces petits morceaux-là que vous allez passer. Donc vous ne serez pas embêté par la largeur. Mais sauf que quand tu fais ton collage, si tu n'es pas vraiment 100% nickel, ça du coup, ça la rabot. Tu peux le faire, ou la dégo aussi, pour faire une face. Enfin, globalement, en général, dans les machines à bois, plus elles sont grosses, plus elles sont bien pensées, plus elles sont robustes, plus elles sont rigides, plus les moteurs sont surdimensionnés, et donc plus l'usinage est bon aussi, quoi, globalement. Voilà, c'est des petites raboteuses comme ça, il en existe des petites raboteuses d'atelier. Si c'est moins de 20 mm de large, bon, 200 mm, c'est pas la peine. Après, effectivement, d'avoir une raboteuse en 600 de large, par exemple, une dégo en 600 de large, il faut en avoir l'utilité, quoi. Souvent, c'est pour des gens qui font des escaliers, ce genre de choses. C'est vrai que ce qu'on constate beaucoup, c'est des 320 de large pour des ateliers, on va dire, de petite taille, ou des 410. Après, au-dessus, c'est vraiment des machines qui sont professionnelles. Et là, on arrive vite en fait, dans des 630. Il y a finalement peu de 520, on va dire. Donc là, voilà, quand on dit 520, finalement, c'est la taille, c'est la largeur donc, du fer, des fers, qui sont fixés sur l'arbre. Alors, je ne connais pas les tailles des arbres exprès, mais globalement, plus la table est large, plus l'arbre va avoir un diamètre important, et plus il aura de fer. Globalement, sur ce genre de petite machine, tu as quoi? Tu as un ou deux fers dessus? Deux fers. Tu as deux fers dessus. Sur le manche, j'ai deux fers aussi. Quand après tu montes sur du 320, 410, tu dois être à 3 fers, je pense. Et après, tu peux arriver jusqu'à 4 fers sur les grosses dégo, ou des arbres hélicoïdaux. Donc ça, bon, on va en parler tout de suite, ça sera fait. Ouais, je vous mettrai une petite photo de comment ça ressemble. Un arbre hélicoïdal, finalement, au lieu d'avoir 2, 3 ou 4 fers de coupe, c'est des plaquettes donc, qui sont réparties selon une ou deux spirales sur l'arbre. Et chaque plaquette donc, a une petite surface de coupe, plutôt que des fers de pleine longueur. Les avantages sont nombreux. Le bruit, Alors à savoir que chez les pros, c'est vraiment pas très répandu. Ce sont des machines qui sont souvent increvables. Les gens les gardent 20, 30 ans, voire plus. Donc finalement, c'est des machines qui ne sont pas souvent renouvelées. Les arbres à plaquettes, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Donc au niveau des professionnels, moi j'ai la chance d'en côtoyer plusieurs. Pareil au niveau des revendeurs, les arbres à plaquettes, c'est vraiment pas très diffusé. Les avantages sont nombreux, c'est que déjà sa usine avait beaucoup moins de bruit. Chaque plaquette prend moins de copeaux, donc finalement ça crée des copeaux plus petits. Donc au final, quand vous allez remplir vos sacs d'aspirateur, ils vont se remplir beaucoup moins vite
qu'avec des fers normaux qui là vont générer des copeaux plus gros, donc plus d'air on va dire dans le sac. Donc bruit, copeaux plus petits et finition aussi qui est vraiment plus qualitatif quand même que le travail offert. Après il faut quand même relativiser. L'achat c'est plus cher. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, par rapport à la machine, moi je sais que je suis sur un arbre avec des fers, la qualité est nickel, quoi. Franchement, j'aurais des arbres à plaquettes, ça serait peut-être un petit peu mieux, mais la qualité ne justifierait pas forcément l'investissement en plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre à plaquettes, souvent, c'est une option sur les dégos ou rabots. Et donc, qui dit option, dit un prix supérieur. L'avantage, c'est qu'on est sur des plaquettes carbure, là où en général les fers de rabot d'égo, c'est du HSS 18%. Donc les plaquettes carbure tiennent plus longtemps à l'affûtage, donc on change moins souvent les plaquettes. Et la plaquette ayant 4 faces, finalement on ne change pas de plaquette, au début on la tourne 3 fois. Et c'est une fois qu'on est arrivé à la 4e face que là il faut les changer. Alors l'inconvénient c'est qu'effectivement changer un fer de rabot d'égo ça va assez vite. Par contre tourner des plaquettes ça prend plus de temps. Donc l'un dans l'autre, on doit moins les tourner, mais quand on le fait c'est plus long. Il y a une vidéo aussi là-dessus de Samuel Namias qui donne un débrief complet de sa dégo en arbre hélicoïdal et tout ça. Donc clairement, je pense que, ça c'est mon avis personnel, basé sur pas grand-chose, mais je vous le partage quand même. Sur les grosses machines pro, il n'y a pas forcément besoin d'arbres à plaquettes. Les machines sont robustes, les arbres sont bien dimensionnés, le travail est de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Par contre, sur des machines de plus petite taille, genre 320 ou 410, là je pense qu'il y a une meilleure utilisation. Peut-être en plus grand intérêt quand même. Donc, une fois qu'on a parlé de l'arbre, après le truc le plus important c'est les tables d'entrée et tables de sortie. À savoir que plus les tables sont grandes, plus le bois que vous mettez dessus va être guidé sur une grande distance. Je ne sais pas s'il y a une règle entre la taille du bois que tu peux passer, entre la longueur du bois que tu peux passer versus la longueur de la table. Je ne sais pas. Parce que moi globalement j'ai des tables qui doivent faire 50 de long. Ouais. Et je me dis que voilà, plus d'1 mètre déjà passé dessus. Alors après on peut toujours mettre des servantes, mais c'est déjà un peu bon. Après tu passes plusieurs fois en fait ton bois. Ouais. Le bois finalement tu vas le régulariser au fur et à mesure des passages. Avec, le gros avantage des longues tables c'est qu'en très peu de passes le bois est fait. C'est réglé. Et surtout, on sait qu'il ne peut pas revenir dessus, quoi. Alors typiquement, je pense que sur des grosses dégos, on est sur des tables de 1,50 m il me semble à peu près. Et en sortie 1,80 m, voire du 2 m, voire un peu plus. Mais pour moi les tables étaient toujours symétriques. Non, c'était toujours plus. En théorie c'était plus long sa table de sortie. Donc on arrive à des machines après de 4 mètres de long, quoi. Donc ça prend quand même beaucoup de place. Donc après, voilà, passer d'une 230 à une 320 ou d'une 320 à une 410, à chaque fois ça se concrétise par finalement peu de profondeur en plus de la machine, mais beaucoup plus en longueur. Donc après, c'est la place que ça prend dans l'atelier. C'est une machine qui dans l'atelier prend beaucoup de place entre le guide déjà qui se recule devant-derrière, plus après le temps qu'il faut, l'espace qu'il faut prévoir en entrée et en sortie pour rentrer vos bois. C'est ça. Parce que si finalement vous rentrez un bois de 2 mètres, il faut 2 mètres devant, 2 mètres derrière. Exactement. C'est pas compliqué. Donc ce sont des machines qui prennent beaucoup de place. C'est souvent pour ça qu'elles sont aussi combinées, mais ça c'est une autre affaire. Donc voilà, donc globalement les critères c'est ça, c'est la longueur de l'arbre qui finalement influe sur son diamètre. Les fameux guides ici qui peuvent être orientables ou pas, avec différents crantages. Ouais. Perso, moi quand je vois l'expérience ici, je préfère avoir un guide qui soit vraiment qu'une position perpendiculaire, qui bouge pas, mais qui soit bien perpendiculaire. Du temps, tu fais à 90 degrés. Oui, voilà. Alors après on parlera peut-être des réglages plus tard, il y a un truc important là-dessus. Donc voilà, donc la longueur de l'arbre, ça influe sur son diamètre. Donc globalement, sur les petites machines, je ne connais pas trop, mais sur les grosses dégos, on arrive facilement en diamètre 110 ou 120 mm. Donc ça fait quand même des arbres assez conséquents. Et après, table d'entrée, table de sortie, et le guide. Et alors après, forcément, bien sûr, on n'en a pas parlé, mais c'est super important, c'est la matière en fait, dont est constituée la machine, à savoir privilégier la fonte. Ouais, ou après fonte d'alu ou alu, quoi. Ouais, après, en baissant la qualité, on est sur fond d'alu ou alu, et là, on est sur quelque chose de beaucoup moins rigide et beaucoup moins plan. Donc globalement, la fonte d'acier, si je dis pas de bêtises, c'est l'idéal. C'est aussi, encore une fois, ça fait partie du critère des machines à bois, c'est que plus la machine à bois est lourde, en général, mieux c'est, quoi. Plus de stabilité, moins de vibration, et signe que les matériaux employés sont de qualité et épais.
Voilà pour les critères de base. Après j'ai envie de dire que le moteur normalement il est tuné pour s'adapter à tout ce qu'on vient de dire. Donc globalement on arrive sur des puissances, on peut monter jusqu'à 4 ou 5 chevaux, voire un peu plus selon les machines. Profondeur de passe, donc là du coup il y a des machines bien élevées, toi tu peux faire jusque des passes de 4 ou 5 mm mais au final tu le fais jamais. Bah, moi je vois ma machine, je pourrais prendre des passes de 2 cm d'après les réglages, mais c'est utopique, je les prendrai jamais et j'ai même pas envie d'essayer. Moi je sais qu'à titre perso, quand je travaille sur des bois pas trop compliqués, j'ai tendance à prendre toujours moins d'1 mm en fait. C'est pas que la machine ne pourrait pas prendre plus, elle pourrait le faire, mais quelque part ça permet vraiment d'enlever le moins de matière possible et de s'arrêter dès que la planéité est obtenue quoi, finalement. Après ça prend un peu plus de temps, mais après c'est une question d'habitude. Quand on voit qu'une planche est très tordue, je peux remonter à 1 mm, 1 mm et demi, mais voilà globalement quoi. Donc comme on vous le disait, l'important c'est finalement la perpendicularisé entre le guide et l'étable. Donc globalement, il faut qu'on ait une perpendicularité qui soit entre le guide de la table d'entrée et le guide de la table de sortie. Dans la vraie vie, donc hors de la théorie, on peut très bien avoir un éclairage qui est parfait ici, donc là en l'occurrence c'est pas le cas, mais on va partir du principe qu'il est bon, et un éclairage qui n'est pas bon ici. Souvent on se rend compte, et même moi sur ma rabot Dego, enfin sur ma Dego professionnelle, j'ai pas forcément un éclairage en table d'entrée, table de sortie. C'est pas très grave et je pense que le risque c'est d'essayer de surrégler la machine. Parce qu'en fait l'important c'est l'état du bois en sortie. Donc globalement le but c'est de faire un réglage qui soit relativement cohérent, donc avoir un angle à 90 qui soit le plus proche possible des 90 idéalement dessus. Mais après savoir s'il vaut mieux avoir l'angle à 90 plutôt sur la table d'entrée ou plutôt sur la table de sortie, ça c'est des tests de dégauchissage qui vous l'apprendront. Parce que globalement, moi par exemple j'ai un défaut ici, où là par exemple on va dire que je suis à 89,9 degrés et ici je suis à 90,1. Et en fait, le résultat parfait, je l'ai en faisant un essai sur une planche que je dégauchis. Je n'ai jamais le résultat parfait en essayant de surrégler le guide. Donc ça, c'est quelque chose de base, c'est que votre guide ne sera jamais parfait, l'étable non plus. Par contre, vous aurez quelque chose de quasiment parfait au niveau du travail du bois, en faisant les tests, en dégauchissant et en réglant en fonction du résultat que vous avez obtenu. On va passer maintenant donc, sur la présentation de nos modèles. Donc très rapidement, ici c'est une raboteuse stationnaire que j'ai mis à l'envers en faisant voilà, une espèce de petite coquille en bois pour m'en servir de dégauchisseuse à l'époque où j'en avais pas. Voilà, donc c'est bien ça, c'est parce que je n'en avais pas. Parce que j'en avais pas, donc ça m'a bien dépanné au départ pour faire vraiment des petites planches, parce que je crois que j'ai même pas je dois à peine 10 cm de large. Mais bon, voilà, en tout cas ça m'avait dépanné. Et après, donc moi j'ai là Le Mans Rad 260. Alors là pour le coup j'ai fait une vidéo spécifique sur cette machine où j'explique tout, les défauts, les qualités, etc. Donc on va pas forcément reparler dans cet apéro-outil, mais je vous mettrai tout de suite là le lien, et vous l'aurez dans la description aussi, de la vidéo complète de présentation de cette machine. Voilà, globalement dégauchisseuse qui fonctionne bien. Le seul gros point noir, et pour une dégauchisseuse c'est quand même un petit peu con, c'est le fameux guide qu'on a vachement de mal à garder en perpendiculaire. Donc il faut sans arrêt le régler, c'est un petit peu pénible. C'est vraiment le gros point noir de la machine. Voilà. Donc alors on n'a pas 36 modèles hein, forcément sur les rabots Dego, enfin les Dego c'est pas quelque chose qu'on collectionne, ça prend de la place. Donc ça vraiment en mode dépannage. Toi ensuite là Le Mans c'est plus pour une moi celle-là, elle sert plus depuis que j'ai Le Mans, ça ne sert plus. Oui voilà, ça ne sert plus. Toi après là Le Mans elle est plutôt pas mal pour ton atelier en termes de place, de taille. Donc de base ici c'était des fers, vous voyez, ultra fins qui sont fournis de base, qui sont des fers jetables en fait, il y a les deux sens. Donc là ça a déjà fait un aller-retour et derrière après ça vous les jetez. Et moi ce que j'ai fait c'est que plutôt que de racheter des fers jetables comme ceci, j'ai commandé, alors là, je sais pas si on va le voir ici, vraiment des fers, donc là du coup HSS 18% et qui font 2 mm d'épaisseur. Donc je sais pas si on va bien voir là la différence d'épaisseur entre le petit fer de base et puis ici moi le gros fer. Voilà, on voit ici le HSS 18% qui va me permettre, je pense, d'avoir une bien meilleure qualité sur la machine. Alors en termes de qualité, hein, ce qu'on voit c'est que là on est sur de l'alu, hein. Donc déjà pas mal de marques.
Donc là, ça c'est l'entrée de gamme en termes de matière pour les tables, enfin pour les dégauchisseuses. Donc à présent, on part dans mon atelier pour que je vous présente donc une guillée en largeur 520. Donc c'est un modèle de 1982. Donc c'est une mamie, mais qui marche super bien. Donc en largeur 520 avec un moteur 4 chevaux et des brouettes. Donc ça permettra de voir les différences entre du Le Mans, entre un jouet et une vraie machine. Allez, on est parti. Voilà, nous nous retrouvons dans mon atelier afin que je vous présente ma dégauchisseuse, qui est donc une Guillier qui est très vieille. Donc l'important finalement dans cette présentation, c'est pas tant le modèle, parce que je vous avoue que je ne le connais même pas, elle est de 1982. Donc c'est pas un modèle que vous pourrez trouver en neuf forcément. Donc l'intérêt c'est pas vraiment ce modèle, c'est plutôt de vous montrer comment est constituée et à quoi ressemble une dégauchisseuse, on va dire haut de gamme, ou tout au moins un ancien haut de gamme, histoire que vous puissiez juger de la différence de fabrication et de qualité entre les modèles qu'on vous a présentés précédemment et celui-là. Parce que finalement, dans la montée en gamme, il y a justement ces critères qu'on va retrouver, les tables plus longues, la construction plus robuste, l'arbre de dégauchissage qui est beaucoup plus gros aussi. Donc le but finalement, c'est plutôt ça. Donc c'est parti, on attaque la bête. Donc ça, c'est bien une Guillier de 1982, si je dis pas de bêtises, qui a été modernisée, à savoir qu'elle dispose de tout ce qui est équipement moderne. Alors pourquoi je vous raconte ça, c'est que si vous devez acheter un modèle d'occasion, ce qui est plutôt une bonne affaire à faire là-dessus, c'est quand même pas mal quand les modèles d'occasion sont modernisés. Donc arrêt départ ici, enfin l'inverse, et un arrêt coup de poing là. Je pense que par défaut, ces modèles-là, quand ils étaient sortis, n'en étaient pas équipés. Et ici, le disjoncteur général pour l'arrivée électrique. Alors, qu'est-ce qui différencie une dégo haut de gamme d'une dégo plus bas de gamme? Donc là, comme vous le voyez, c'est la taille des tables. Ici, table de sortie, 1,20 m de long. Et ici, table d'entrée, 1,50 m de long. Et en largeur, celle-là, c'est une 520. Donc déjà, ça pose le bébé. Ça veut dire que si vous avez des longues planches à dégauchir, il n'y a aucun souci avec ce genre de machine. Autre détail, au niveau de l'arbre. Donc là, en termes de construction, on voit bien qu'on est sur un métal plutôt haut de gamme. Hein. C'est pas de la fonte d'alu, c'est de la fonte d'acier. Je vous montrerai après dessous la taille un peu des tables. Et donc là, on est sur un arbre de 110 mm, composé de 3 fers. Donc on voit bien que c'est quand même du lourd. Si je baisse la table, on verra mieux l'arbre. Voilà, donc vous voyez en termes de taille de passe, là on voit bien ce qu'on essayait de vous expliquer avec Mathieu au début, entre la différence de hauteur entre la table d'entrée et la table de sortie. Là la machine est censée prendre du 15 mm en entrée, ce qui est quand même assez monstrueux. Moi perso je l'utilise pas avec autant de passe parce que je vous expliquerai après pourquoi il y a un problème au niveau de la collecte des copeaux quand on n'est pas équipé du bon système d'aspiration. Donc là je reviens sur l'arbre, c'est un beau bébé avec 3 fers HSS en 520 de large. Autre élément qui fait la différence, c'est le guide parallèle. Là on voit qu'il est quand même assez haut, il doit faire au moins 15 de hauteur je pense. Il a une partie amovible ici qui permet de suivre finalement la hauteur quand... Là, je vais vous montrer. Si je bouge... Voilà, si je bouge la table, on voit que finalement en sortie le guide parallèle épouse la table de sortie, même si la table d'entrée a bougé. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on dégauchit des morceaux de bois collés contre le guide. Autre détail qui a son importance, c'est que finalement ce guide parallèle il prend aussi beaucoup de place en sortie de dégo. Donc finalement c'est une machine où il faut prévoir, elle fait quasiment 3 mètres de long en tout, enfin 2,70 m. Et en largeur, là, elle fait plus d'un mètre 20, d'un mètre 30, je pense. Donc il faut prévoir faut prévoir ce qu'il faut. Autre upgrade qui a été fait là-dessus, c'est au niveau du protecteur d'arbre. Donc c'est quelque chose de très important qui permet finalement ici de cacher l'arbre. Le but c'est toujours de ne pas se faire prendre les doigts dedans forcément. Donc le but c'est que l'arbre soit toujours recouvert. Alors ça c'est un système qu'on retrouve souvent sur les dégos assez larges. Donc en fait, la règle se split en deux ici, je ne sais pas si c'est le vrai terme. C'est pour prendre moins de place en fait au niveau du passage. Donc quand on dégauchit finalement des largeurs assez faibles, et que donc le guide
que le guide est proche. Voilà. Bah finalement, on n'est pas embêté par le protecteur d'arbre. Et après, bien sûr, quand on a besoin de faire des grosses largeurs, on le remet en place. Donc ça, c'est pas un système d'origine, ça a été ajouté après. Mais ça, c'est très très important. En gros, si vous avez une machine d'occasion comme ça fait partie des, j'allais dire des gadgets, mais des options à lui mettre, histoire qu'elle soit aux normes. Et après là, ici, le système de monte et baisse qui se fait en vissant dévissant. Voilà. Alors maintenant, donc on va parler un peu des qualités de la machine. Bah, ce sont les tables. Alors je ne sais pas si elles ont été rectifiées lors de la fabrication, mais elles ont une planéité vraiment à toute épreuve. Et quand on voit la construction dessous, on comprend pourquoi c'est rigide et pourquoi ça bouge pas. Parce que quand vous voyez ici l'épaisseur là de la, je sais pas comment ça s'appelle, du tour de la table, on est quasiment sur du 2 cm d'épaisseur là. Et après au niveau du bâti, on est pareil, on est sur des belles, au moins sur du 6 mm d'acier. Donc ça c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et alors par contre voilà, c'est là où c'est important, c'est que ce genre de machine a une sortie pour l'aspiration en diamètre 180. Donc ça nécessite d'avoir une aspiration qui tire beaucoup. Donc moi je suis un peu sous-dimensionné là-dessus, je suis en diamètre 110 en sortie. Ce qui fait qu'en fait c'est le genre de machine où si je prends des trop grosses passes, à savoir si je prends 1 mm, ça commence déjà à être un peu gros. Donc les copeaux sont trop gros et du coup mon aspirateur galère un peu à les prendre. Donc ça c'est à penser aussi quand vous équipez ce genre de machine, c'est qu'il faut que finalement tout le reste de l'équipement suive. Donc le palliatif là que j'ai trouvé pour l'instant, c'est que je fais des toutes petites passes et ça passe, voilà, ça se fait plutôt pas mal. Oui, alors après un détail important, c'est que là le guide parallèle par exemple, on peut l'incliner à 45 degrés. Donc pour carrément dégauchir directement à 45 degrés quand on fait une tranche. Donc ça c'est plutôt sympa. Et alors c'est là où on voit la qualité, c'est qu'en fait tout est très fluide, hein. La machine elle a beau avoir 36 ans dans ces eaux là, voire plus. Bah, clairement ça elle bouge très très bien. C'est vraiment de la grosse qualité. Et ici l'indicateur de prise de passe qui en fait fait bouger la table d'entrée via cette poignée ici. Donc voilà pour la présentation générale de la Guillier. Donc clairement ce genre de machine, moi je suis fan, c'est-à-dire que c'est des vieilles grand-mères. Niveau qualitatif, pour avoir ça en neuf, on va dire que c'est du au moins 5-6 000 euros en 520. Alors après il n'y a pas forcément besoin d'avoir du 520, je pense que du 410 peut suffire. Mais là, à titre d'ordre d'idée, celle-là, je l'ai achetée donc entièrement révisée et avec un moteur neuf, je l'ai payé 2100 euros. Donc c'est pour une utilisation professionnelle. Forcément, en amateur, la question se pose par rapport au budget et la place qu'elle prend. Mais moi, dans le cadre d'une utilisation pro, plutôt que de payer 8000 pour l'équivalent en version neuf, pour 2100 euros TTC, j'ai cette machine qui est en super état et avec un moteur tout neuf de 4 chevaux et demi. Donc finalement, ce genre de machine, si elles ne sont pas trop dangereuses d'un point de vue dispositif de sécurité, si elles sont en gros mises à jour à ce niveau-là, ou si les protections de l'époque sont suffisantes, c'est le genre d'achat qui se justifie. Voilà, voilà. Voilà, donc en conclusion, on vous a montré les quelques modèles dont on dispose. Hein. Finalement, c'est pas exhaustif par rapport à tout ce qui se fait. Ouais, disons qu'il y a un exemple d'un petit modèle maison, un modèle d'atelier léger, voilà, et puis après il y a un modèle lourd. Voilà. Et après il y a l'intermédiaire entre tout ça. Je pense que votre bonheur, vous allez le trouver dans les modèles 320 de large ou 410 si vous avez de la place. Après, le choix de prendre une rabot et une dégo séparée ou une rabot dégo, c'est essentiellement de la place. Moi je sais que c'est beaucoup de temps de gagner d'avoir les machines séparées. Ça c'est sûr. On peut passer facilement d'un poste à l'autre, revenir dessus. Il y a juste l'aspiration finalement à réadapter, c'est tout. Après, voilà, ça prend quand même beaucoup de place dans l'atelier, donc c'est pas tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Ouais, puis ça coûte un peu plus cher aussi à l'achat d'avoir les deux ça machines coûte un peu plus cher aussi. Et c'est vrai que pour le coup, même moi qui suis pas pro, dans l'atelier, combien de fois j'ai dû passer de l'un à l'autre parce que j'avais oublié une planche ou un truc, tu recasses tes réglages, c'est...
Après, en même temps, si tu as bien fait tout en amont, que tu as bien prévu tes plans, que tu as prévu toujours une marge... Ouais, mais dans tous les cas, tu dois quand même revenir dessus. Et puis, effectivement, c'est le problème, c'est que convertir un combiné du rabot vers la dégo, ça oblige de modifier les réglages. C'est ça le problème, en fait. Si les réglages étaient conservés, ce serait pas très grave. Mais du coup, ça oblige de refaire les réglages. C'est là, finalement, qu'il y a le souci. Après, clairement, tous les professionnels ont les deux machines séparées, ça c'est sûr. Après, pour les amateurs, la question se pose en termes de coût et de place. Oui. Après, sachant que quand on commence à travailler le bois, voilà, on est souvent avec l'électroportatif, avec les outils électroportatifs ou outils manuels. C'est vrai qu'à partir du moment où on commence à avoir une dégauchisseuse, raboteuse, on commence tout de suite à passer dans le niveau où on va être capable d'acheter son bois brut et de pouvoir travailler avec ça, et de plus être limité à acheter déjà du bois déjà dégauché et raboté, ou corroyé directement chez vos fournisseurs et autres, qui sont beaucoup plus chers. Alors après, effectivement, on passe beaucoup de temps sur ces opérations, hein. Ça, c'est quelque chose à pas négliger, c'est que voilà, quand on part de bois brut et qu'on doit arriver après à avoir tout son bois calibré, on peut en passer une bonne tripotée d'heures. Ça fait aussi partie du charme, en fait. Hein. Oui, ça fait partie du charme, oui. Mais disons que voilà, c'est la machine, la dégo, ça fait partie ça ouvre des trois machines perspectives dingues, quoi. Où on est obligé de passer par là pour avoir du massif, sauf avoir un fournisseur qui vous fait du corroyage 4 faces. C'est quand même pas évident à trouver, ça. Hein. Donc c'est un peu la machine obligée, sans ça, c'est contreplaqué, c'est MDF, et puis voilà. Et pour le coup, éviter les petits trucs merdiques d'établis, là, comme j'ai pu moins bricoler, où il en existe comme ça déjà des toutes faites, hein. Mais essayez quand même déjà de prendre un modèle assez lourd, parce que finalement, on est très déçu quand on commence à dégaucher, raboter ses bois, et que finalement on se retrouve avec des écarts de dimension l'un à l'autre. Après, on est en galère au niveau de la construction, quand il y a des millimètres par-ci, des millimètres par-là, c'est pas évident. Alors, typiquement en termes de préco, moi, si c'était pour un menuisier, on va dire amateur, je pense que je conseillerais une 320, qui, à mon avis, est largement suffisante. Éventuellement une 410. Après, en dessous et au-dessus, je pense pas que ça soit nécessaire. Ouais, donc là, des hammers, des Halls Profi, des trucs comme ça. Et taper dans une gamme qui tienne la route, donc je vous déconseille tout ce qui est du Jean l'ébéniste, du Léman, toutes ces marques finalement qui sont un peu les mêmes modèles faits sur un cahier des charges assez réduit en termes de qualité et juste sur un critère de prix. Malheureusement, voilà, c'est ça. Je préférais, moi, à titre perso, partir sur une hammer d'occasion ou une Halls Profi d'occasion que sur une machine neuve de piètre qualité, en fait. Parce que globalement, ce genre de machine, si elle a été bien utilisée, si elle n'a pas été forcée, si elle n'a pas été utilisée en école par des mecs qui en ont rien à foutre, en l'occurrence c'est souvent ça, c'est des machines qui sont increvables, ça peut se garder 40, 50 ans, voire plus. Donc il vaut mieux, je pense, investir dans l'occasion, ou finalement, en plus quand vous achetez de l'occasion, si vous la revendez, vous allez très peu perdre par rapport au prix d'achat, parce que vous l'avez déjà payé quasiment à 50% de ce qu'elle valait. Alors que sur du neuf, vous allez forcément subir une forte décote. Donc je pense que sur ce genre de machine, alors après bien sûr il faut vérifier les mécanismes de sécurité. Est-ce qu'il y a bien le cache au-dessus de l'arbre? Est-ce que la machine a bien un moteur freiné? J'ai plus le terme exact. Après voir aussi les machines entre mono et triphasé en fonction de ce que vous avez chez vous. Mais on est souvent sur du mono dans ces cas-là. Donc je pense que l'achat d'occasion peut s'envisager largement là-dessus. On n'est pas sur des machines qui ont beaucoup évolué dans le temps, hein, à part les arbres à plaquettes. Et encore, on peut adapter les arbres à plaquettes sur des modèles plus anciens. Voilà, c'est des machines qui n'ont pas trop bougé. Donc là, je pense que l'occasion peut être carrément un bon choix. Et après, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, vous pouvez partir sur les anciennes petites Kitty. Là, c'est les 636, 635 et 636. Je crois qu'il y a deux révisions. C'est des petits modèles qui marchent super bien pour un petit bricoleur comme ça du week-end. Et qui sont de bonne qualité de l'époque. Et si vous devez acheter aujourd'hui un modèle à 300 €, ce serait vraiment moins bien. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un outil, surtout quand il est neuf. Et duquel on arrive à obtenir rien de qualité. Mais c'est encore plus sensible, j'ai l'impression, sur cet outil-là, la dégo. Le problème, c'est que si tu n'as pas des arêtes vraiment perpendiculaires, il y a tout qui est faussé après. Donc voilà pour les précos, donc 320 ou 410, idéalement sur un modèle de bonne qualité d'occasion plutôt que sur du neuf, si à terme de prix équivalent, il y aura une différence énorme de qualité. T'es d'accord, Mathieu? Je suis d'accord avec ça. En conclusion, donc on va ouvrir sur le prochain apérouti, donc cette fois qui aura comme sujet les raboteuses. Le raboteuse, donc le complément naturel et obligatoire de la dégo. Et voilà, donc on en parlera dans le prochain épisode.
Exactement. Eh bien, écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, parce qu'on n'a pas la science infuse, c'est notre vécu, c'est notre expérience. Nul n'est infaillible. Surtout nous. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs, on y répondra avec plaisir, surtout toi. Exactement. Et puis donc à la prochaine fois pour l'épisode complémentaire. Allez, salut. Ciao.